Ils ont fait un voyage surprise en Grèce. Je l'ai découvert quand ma mère a posté « Que de la vraie famille dans ce voyage ». Je suis resté silencieux. 2 jours plus tard, j'ai reçu une notification. Mon fonds d'urgence avait été vidé. Vol, hôtel, excursion. Le tout sur ma carte. Puis ma sœur a commis un lapsus. Elle m'a envoyé un SMS destiné à mon père. Il ne remarquera rien. Son compte est à peine actif. J'ai répondu, j'ai remarqué, et j'ai signalé chaque transaction. J'ai gelé le compte. À 6h03 du matin, mon téléphone a vibré 23 fois de suite à cause d'appels de. J'étais furieux. Et si j'avais vérifié mon compte il y a 2 jours, je les aurais signalés sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais occupé par le travail et je ne vérifiais ce fonds d'urgence que de temps en temps parce que je n'y touchais presque jamais. C'est pourquoi c'était si flagrant quand j'ai ouvert l'application bancaire et que j'ai vu que le solde avait été épuisé. Près de 7 000 $ envolés. La première transaction concernait des vols, plusieurs billets, tous sous une seule réservation. Puis un débit d'un complexe hôtelier à Santorin. Puis une réservation de ferry, des frais de restaurant, une croisière privée. Ce n'était pas juste un voyage. C'était des vacances de luxe complètes. J'ai été paralysé. Les noms sur les réservations n'étaient pas visibles, mais je n'en avais pas besoin. Je savais déjà qui c'était parce que 2 jours plus tôt, j'avais vu un post Facebook de ma mère. Elle, mon père, ma sœur Sarah et son copain, mon frère Marc et sa copine, tous debout sur une falaise quelque part en Grèce, baignés de soleil et satisfaits, tenant des verres de vin avec la légende « Que de la vraie famille dans ce voyage ». Je me souviens l'avoir regardé, essayant de comprendre si j'avais manqué quelque chose. Peut-être qu'ils paieraient eux-mêmes. Peut-être que c'était un cadeau de dernière minute de quelqu'un. J'ai essayé d'y croire. Je suis resté silencieux. Je n'ai commenté ni envoyé de message à personne. Je l'ai juste fait défiler comme si ça ne ressemblait pas à une gifle. Mais maintenant, en voyant les chiffres, tout s'est mis en place. Les réservations de vol correspondaient aux dates. Les frais correspondaient aux photos. Ce n'était plus juste une théorie. Ils ont utilisé mon argent. Pas seulement emprunté, volé. Utilisé sans demander, sans me le dire, tout en m'excluant complètement du voyage. Ce fonds d'urgence était à moi. Je l'ai économisé pendant des années. Pour des problèmes médicaux. Pour une perte d'emploi. Pas pour qu'ils puissent siroter du vin sur une falaise et poster des photos sur à quel point leur famille est vraie. Puis ça a empiré. 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un SMS destiné à mon père. Je pouvais le dire à la façon dont ça commençait. Il ne remarquera rien. Son compte est à peine actif. Puis un deuxième message, on dira juste qu'on pensait qu'il ne l'utilisait pas lol. Je l'ai regardé pendant 1 seconde, puis j'ai répondu, j'ai remarqué. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé la banque immédiatement, j'ai signalé chaque frais comme non autorisé, j'ai signalé le compte et je l'ai fait fermer. J'ai déposé une plainte pour fraude et j'ai donné aux représentants tous leurs noms. La femme au téléphone m'a demandé, juste pour clarifier, vous dites que c'est votre famille qui a fait ça? Oui, ma propre famille. À exactement 6h03 du matin le lendemain, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. J'ai compté 23 appels manqués. Ma mère, mon père, Sarah, même Marc, qui n'appelle jamais personne. Ils étaient toujours en Grèce. C'était le matin ici, le milieu de l'après-midi là-bas. Ils ont dû se réveiller avec une série de transactions refusées et la nouvelle que leurs vacances étaient en train de s'effondrer. Je n'ai pas répondu. Je leur ai juste envoyé un SMS, si vous voulez changer quoi que ce soit, vous feriez mieux de rentrer maintenant. Et je le pensais parce que ce qu'ils ne réalisaient pas encore, c'est que ça n'allait pas disparaître. Ça n'allait pas être pardonné. Ça n'allait pas être attribué à un malentendu. Ça allait aller au tribunal. Ils ne sont pas revenus tout de suite. C'était le premier signe qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Les appels continuaient à arriver, mais j'ignorais tout le monde. Puis sont venus les SMS. D'abord de Sarah, court et faussement désinvolte. Ok, qu'est-ce qui se passe avec ta carte? On doit parler, lol. Puis ma mère est intervenue avec une version plus polie. Soyons calmes à ce sujet, Henri. Nous ne pensions pas que cela te dérangerait. Nous trouverons une solution à notre retour. Pas besoin de réagir de manière excessive. Réagir de manière excessive.
Il venait de vider le seul compte que je gardais hors de portée. J'avais fait des petits boulots pour constituer ce fonds. Ce compte était destiné à quand ma voiture tomberait en panne au milieu de nulle part. Pour si je perdais mon emploi, pour des factures médicales que je ne pouvais pas couvrir avec l'assurance, pas pour que ma famille joue les riches pendant une semaine en Grèce. Et pourtant, il pensait que je laisserais tomber. Marc n'a pas dit un mot. Ali, cependant, m'a envoyé un SMS séparément. Je ne savais pas. Je me sens mal. Ils m'ont dit que tout était pris en charge. Je ne serais pas venu si j'avais su. Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Mais je m'en suis souvenu. Ce soir-là, j'ai eu un appel vidéo avec mon avocat. Il était calme, méthodique. Il a expliqué que oui, c'était une fraude. Oui, ça pouvait absolument aller au tribunal. Le fait que ce soit de la famille ne les protégeait pas. En fait, ça empirait les choses parce que ça montrait l'intention. Ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont pris les informations de ma carte. Ils avaient planifié ça. Alors, je lui ai dit de continuer. Je voulais que ce soit enregistré. Le lendemain matin, j'ai reçu une série de messages paniqués de ma mère. Apparemment, leur carte était refusée partout sur l'île. Parce que chaque frais avait été signalé, la banque a bloqué leurs réservations et annulé les réservations. J'ai su qu'au moment où ils se sont réveillés et ont essayé de réserver une excursion d'une journée ou de prendre un déjeuner et soudain leur carte de vacances ne fonctionnait pas. Un message s'est démarqué. Nous sommes coincés ici maintenant. Tu es content? Et un autre, comment as-tu pu nous faire ça? J'ai regardé celui-là pendant longtemps. Puis j'ai répondu, rentrez immédiatement ou gérez ça depuis l'étranger. De toute façon, je n'arrête pas l'affaire. Pendant un moment, tout s'est calmé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu des confirmations de vol transférés. Il rentrait à la maison. Le lendemain, vers 10 heures du matin, j'ai entendu frapper à ma porte. Je ne voulais pas ouvrir, mais je l'ai fait. Ils étaient là, tous les 6. Ma mère a commencé avec ce discours à moitié répété sur les malentendus, la famille et le pardon. Elle a dit qu'ils avaient supposé que le compte était partagé, ce qui était un tel mensonge que ça m'a fait rire. Mon père est resté silencieux, les bras croisés comme s'il était une sorte de victime dans tout ça. Sarah s'est lancée dans un voyage de culpabilité, parlant de la façon dont je les avais embarrassés, gâché leurs vacances, les avais fait se sentir comme des criminels. Marc a finalement pris la parole. Débloque juste le compte et passons à autre chose. Je leur ai dit sans détour, je ne débloquais rien. La banque enquêtait. Mon avocat déposait une plainte. C'est là que ma mère a craqué. C'est ce que tu fais à ta propre famille. Tu ruines la vie de tes propres parents à cause de vacances. Tu devrais t'excuser auprès de nous et auprès de ta sœur et de ton frère. C'est ridicule. Je suis resté là à laisser les mots planer dans l'air. Puis j'ai dit, vous avez utilisé mon argent sans permission, vous avez menti à ce sujet, vous m'avez exclu. Et maintenant vous voulez que je m'excuse. Tu vas vraiment nous poursuivre en justice, a dit Sarah. Oui, j'ai dit. Et vous avez de la chance que tout ce que je fasse, c'est poursuivre en justice. Vous avez de la chance que je ne dépose pas d'accusation criminelle. Silence. C'est là que je l'ai vu. Le scintillement de la vraie panique. La partie où il leur a frappé que ce n'était plus juste une querelle de famille. C'était légal. Je leur ai dit de partir. Mon père avait l'air de vouloir crier, mais ne l'a pas fait. Ma mère est sortie en trombe en premier. Sarah m'a traité de vindicatif en descendant le couloir. Marc n'a même pas regardé en arrière. Seule Alice s'est arrêtée une seconde, a presque dit quelque chose, mais a suivi le reste. J'ai fermé la porte derrière eux et je l'ai verrouillée. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je me sentais complètement fini avec eux. La vengeance ne faisait que commencer. Je leur ai donné 3 jours complets après leur atterrissage. Pas par patience, par curiosité. Je voulais voir si même un seul d'entre eux assumerait ce qu'ils avaient fait. Rien. Pas une seule excuse, pas de message, pas d'offre de remboursement, juste le silence comme si tout pouvait être balayé sous le tapis et oublié. Le matin du 4e jour, mon avocat a déposé les documents. Plainte officielle, utilisation non autorisée d'actifs financiers totalisant $6 837,42. Déposé sous utilisation abusive intentionnelle. Les documents justificatifs comprenaient l'historique des transactions,
les rapports de fraude signalés, les SMS, y compris celui que Sarah m'a envoyé par erreur, et un affidavit signé de moi. Il avait même joint une chronologie. Ça avait l'air hermétique. Le même jour, mes parents se sont présentés à nouveau sans prévenir. Cette fois, je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir la porte. Je me suis assis dans la cuisine à boire du café en les écoutant se disputer dehors comme deux personnes qui n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord sur l'idée de qui elle était. Mon père voulait réparer ça discrètement, mais ma mère était déjà coincée dans le fantasme que je reviendrais à la raison s'ils appliquaient juste assez de culpabilité. Ils sont partis après 10 minutes. Je n'ai pas bougé de ma chaise. 2 jours plus tard, ils ont tous été servis. Papa à son travail, est sorti d'une réunion matinale pour trouver un gars dans un coupe-vent tenant une enveloppe avec son nom dessus. Maman à leur porte d'entrée. J'ai entendu dire qu'elle l'avait claqué si fort que les fenêtres ont tremblé. Sarah a été servie à son appartement devant son petit ami. Elle m'a envoyé un SMS, « Tu es malade. » Quel genre de frère fait ça? Marc a reçu le sien au travail. Je n'ai pas eu de ses nouvelles directement, mais Ali m'a dit qu'il avait qualifié toute l'affaire de spectacle et avait dit que j'essayais juste de punir tout le monde d'être heureux. Ce soir-là, Sarah a posté une longue diatribe sur Instagram, une de ses laides, moralisatrices. Ça a commencé avec « Parfois le sang ne signifie pas la famille ». Puis ça a dégénéré en comment j'avais pris tout le monde par surprise, comment j'étais obsédé par le contrôle, et comment elle aurait dû savoir qu'il finirait par se retourner contre nous. Les commentaires ont commencé à affluer, se rangeant de son côté. Personne ne connaissait toute l'histoire. Elle n'a pas inclus la partie sur l'utilisation de l'argent de quelqu'un d'autre pour partir en vacances et se vanter en ligne en le faisant. Puis est venu l'appel de groupe. Ils devaient être assis dans la même pièce parce que c'était le chaos dès que j'ai décroché. Je n'avais même pas prévu de répondre. Je voulais juste entendre à quel point ils étaient devenus désespérés. Maman a commencé en premier, sa voix aiguë, disant que j'avais poussé les choses trop loin et que je déchirais cette famille à cause d'un malentendu. Papa s'est lancé en disant que ce n'était pas du vol. C'était un fonds familial partagé. Il n'y avait rien de tel. Cette carte n'était qu'à mon nom. Elle l'avait toujours été. Marc a dit que je leur donnais l'air de criminel. Et Sarah m'a traité de vil. J'ai attendu qu'ils soient tous épuisés. Puis j'ai dit, 3 options. Admettez ce que vous avez fait et faites face aux conséquences. Battez-vous contre moi au tribunal et perdez, ou suppliez. Ils ont tous recommencé à parler en même temps, mais j'ai raccroché. Après ça, le silence était différent, plus lourd. Ils ont finalement compris que je ne bluffais pas. Puis Ali a envoyé un SMS. Elle a dit que les choses chez Marc étaient devenues tendues, qu'il se déchaînait, la blâmant de ne pas l'avoir averti à quel point j'étais sérieux. Elle a dit, ma mère a continué à déraper dans le chat de groupe familial, essayant de monter tout le monde contre moi, mais ensuite elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je ne suis pas avec eux sur ce coup. Ce qu'ils ont fait était dégoûtant. Tu es le seul saint d'esprit ici. J'ai regardé ce texte pendant longtemps. Elle sortait toujours techniquement avec Marc, toujours dans cette orbite, mais elle a vu ça pour ce que c'était. Elle a dit la partie que personne d'autre n'admettrait. Ils te traitent toujours comme un plan de secours. Je l'ai vu. Ils agissent comme si tu leur devais quelque chose juste pour exister. Je pense que tu fais la bonne chose, même si ça fait mal. C'est là que tout est devenu clair pour moi. Ils n'ont pas juste volé de l'argent. Ils ont volé à la seule personne qu'ils supposaient ne se battrait jamais. Ils comptaient sur moi pour rester silencieux, rester hors de leur chemin, et peut-être si j'avais de la chance, ils m'enverraient un t-shirt souvenir de Santorin quand tout serait fini. Mais cette fois, je n'avais plus rien à perdre et tout à gagner. Parce qu'au moment où ils ont été servis, ça a cessé d'être une question de famille. C'est devenu une question de justice. Ils pensaient que le tribunal était la pire chose qui pouvait arriver. Ils avaient tort. Une semaine après qu'ils aient été servis, mon avocat m'a appelé avec une question à laquelle je ne m'attendais pas. Seriez-vous ouvert à une audience publique? J'ai fait une pause. Vous voulez dire comme si les gens peuvent assister? Il a dit, ce serait de toute façon enregistré, mais s'ils ne règlent pas, ça pourrait être un tribunal ouvert, et comme ça implique une fraude familiale et une utilisation abusive financière, ça pourrait être repris par les médias locaux. Je n'ai même pas hésité. Que ce soit public. Et juste comme ça, leurs pires cauchemars ont commencé à mijoter. Les mots ont commencé à se répandre.
Mon oncle m'a appelé au hasard pour me demander si les choses étaient vraiment si graves. Ma cousine m'a envoyé un message, « Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?» Ma mère a dit que tes parents pourraient aller au tribunal. Je n'ai nourri personne de toute l'histoire. Je n'avais pas besoin de le faire. Ils le faisaient eux-mêmes. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. L'employeur de mon père l'a contacté pour un examen de conformité. Apparemment, quand vous êtes dans un rôle adjacent à la finance et que votre nom apparaît dans une poursuite pour fraude publique, même personnelle, ça soulève des drapeaux. Il n'a pas été renvoyé, mais il a été réaffecté. Le petit ami de Sarah s'est tiré, l'a juste ghosté, a emballé ses affaires, a déménagé et l'a bloqué surtout. Je ne l'ai découvert que parce que Sarah a posté une vidéo vague et sanglotante dans son histoire parlant de la façon dont la trahison arrive par vagues. Quelqu'un me l'a envoyé. Je n'ai pas regardé tout le truc. Puis j'ai reçu un appel d'Ali. Elle avait l'air nerveuse. Tu dois savoir quelque chose, elle a dit. Elle m'a dit qu'elle avait surpris une conversation, Marc et ma mère parlant dans le jardin. Apparemment, ils essayaient de trouver s'il y avait un moyen de prétendre que j'avais approuvé les frais. Que peut-être ils pourraient argumenter que c'était un consentement verbal ou que j'avais offert d'aider. Ali a mis fin à ça. Elle a dit, s'ils essaient même de mentir, je témoignerai. J'étais là. Je sais ce qui s'est passé. Je la croyais. Je lui ai dit que si elle avait besoin de protection contre tout ça, je l'aiderais comme je pouvais. Puis est venue la panique. Ma mère a appelé en pleurant, des sanglots réels, pas performatifs comme Sarah. Elle m'a supplié de ne pas laisser ça aller au tribunal. A dit qu'elle et mon père allaient tout perdre, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser le montant et qu'un jugement contre ruinerait leur retraite. Je lui ai demandé catégoriquement, « Y avez-vous jamais pensé quand vous avez réservé le voyage ?» Elle a raccroché. 2 jours plus tard, ils ont essayé de régler par l'intermédiaire de mon avocat. Ils ont offert de rembourser le montant total plus $500 pour dommages et intérêts si je laissais tomber l'affaire et signais un accord de confidentialité. J'ai dit non. Je voulais que ce soit enregistré. La nuit avant l'audience, Marc s'est présenté à ma porte. Je ne l'ai pas laissé entrer. Il est juste resté là à faire les 100 pas dans le couloir, disant des choses comme « Tu vas le regretter, mec, et tu ne comprends pas ce que tu fais à cette famille. » Je n'ai rien dit. Puis il a murmuré quelque chose qui m'est resté. « Tu n'es même plus l'un de nous. » Et c'est là que ça m'a frappé. Il le pensait. Tous le pensaient. Ils m'avaient évincé dans leur esprit il y a longtemps. Le voyage sans moi n'était pas un accident. C'était intentionnel. Ils ne s'attendaient jamais à ce que je me batte parce qu'ils ne m'ont jamais considéré comme faisant partie du groupe au départ. C'était la partie inattendue. Ce n'était pas juste une question d'argent. Il s'agissait enfin de les voir clairement. Ils n'ont jamais été ma famille. Pas vraiment, juste des gens à qui j'étais lié. Le tribunal était fixé pour le mardi matin, 10 heures précises. Je suis arrivé tôt, en partie parce que mon avocat me l'avait demandé, mais surtout parce que je voulais être préparé. Je n'avais pas beaucoup dormi la nuit précédente. J'avais passé en revue toutes les versions possibles de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il pleurerait, mentirait, s'excuserait? Est-ce que ça m'importerait? Ils sont arrivés 5 minutes avant que ça commence. Tous les 4. Mon père dans un costume froissé. Sarah dans un blazer qu'elle a clairement emprunté à ma mère, tenant un dossier manie comme si c'était une arme, et Marc avec ce même regard vide qu'il avait toujours quand il savait qu'il était acculé. Aucun d'eux ne m'a regardé. Nous étions assis de part et d'autre de la pièce. La salle d'audience n'était pas grande, mais c'était un silence d'écho. 2 personnes que je ne reconnaissais pas étaient assises au fond, probablement des journalistes. Une femme qui était notre voisine est entrée aussi. Elle a jeté un coup d'œil entre les 2 côtés comme si elle n'était pas sûre de savoir pour qui prendre parti. L'affaire a été officiellement étiquetée Henry Wilkins contre la famille Wilkins, et le simple fait de le voir dactylographié comme ça sur le tableau de rôle à l'extérieur m'a donné l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Le juge était une femme plus âgée, de type sans fioriture. Dès que la session a commencé, mon avocat s'est levé et a tout présenté. Chronologie, transaction. La carte était à moi. Personne d'autre n'avait la permission. Les frais ont été faits à partir d'adresses IP liées à la maison de mes parents et à l'appartement de Sarah. Les reçus de l'agence de voyage montraient leur nom sur les réservations. Et puis il a lu le texte. Celui que Sarah m'a envoyé par erreur.
Il ne remarquera rien. Ses comptes sont à peine actifs. Il y a eu une pause dans la pièce après ça. Tout le monde a compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan. Puis c'était leur tour. Mon père a parlé en premier. Il a essayé d'avoir l'air calme, raisonnable, a dit que le compte avait été utilisé de bonne foi, et qu'il croyait que c'était de l'argent familial partagé. Le juge a interrompu, « Votre nom est-il sur le compte ? » Non. Mais votre fils a-t-il été informé des frais avant qu'il ne soit fait ? Non. Sarah a essayé de s'immiscer, a dit quelque chose sur comment j'avais toujours aidé dans le passé, et comment elle avait supposé que je voudrais contribuer au voyage puisque je ne semblais pas intéressé à venir. Le juge a demandé, « Avez-vous été invité au voyage ? » Non, j'ai dit. Marc est juste resté assis là comme une statue. Ma mère a commencé à pleurer dès que le juge a commencé à résumer l'affaire. Il ne s'agit pas d'un problème de communication, a dit le juge. Il s'agit d'un droit et d'une utilisation abusive délibérée de l'accès financier. La Cour constate que les allégations du plaignant sont valides et étayées par des preuves. Puis est venu le jugement, remboursement complet de 6 837,42 $ plus 2 000 $ de dommages-intérêts pour détresse émotionnelle et financière. Et puis quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait, 30 jours de travaux d'intérêt général pour mes deux parents parce que la Cour a déterminé que c'était une utilisation abusive préméditée de fonds et impliquait une exclusion et une manipulation délibérée. On pouvait entendre Sarah halter. Marc a murmuré incroyable à voix basse. Ma mère s'est levée comme si elle allait protester mais s'est juste figée. Mon père a regardé droit devant lui, les lèvres serrées. L'huissier leur a remis un paquet, les détails du calendrier de remboursement, la pénalité, et les instructions pour se présenter à leur agent de probation désigné. C'était réel maintenant, officiel. Je me suis tenu à l'extérieur du palais de justice ensuite, laissant l'air frapper mon visage. Ali était venue après tout. Elle attendait près de la fontaine à travers la place et m'a fait ce petit signe de tête quand j'ai regardé. Juste un simple signe de tête, mais ça voulait tout dire. Puis je les ai vus partir. Sarah est sortie en premier, passant en trompe devant les journalistes qui ont essayé de lui poser une question. Marc l'a suivi, envoyant déjà un texto à quelqu'un. Mon père avait l'air hébété. Mais ma mère s'est arrêtée juste devant moi. M'a regardé dans les yeux. Tu as détruit cette famille, elle a dit comme si c'était le dernier mot. Mais je n'ai rien dit parce que je n'avais rien détruit. Ils avaient brûlé le pont. J'ai juste arrêté de prétendre qu'il était toujours debout. Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses s'effondrent complètement. Le lendemain du procès, j'ai reçu une série de courriels du système judiciaire confirmant que des plans de paiement avaient été mis en place. Mes parents seraient débités mensuellement, et le non-respect des règles aggraverait encore les choses. Mon avocat a dit qu'ils avaient essayé de négocier à nouveau après le verdict, offrant de payer le principal mais pas les dommages et intérêts. Nous avons refusé. Cet après-midi, j'ai bloqué chacun de leurs numéros. Je savais qu'ils avaient fini par essayer de me joindre, probablement pas pour s'excuser, juste pour essayer un dernier voyage de culpabilité ou pour réécrire ce qui s'était passé, mais ça ne m'intéressait pas. J'avais ma conclusion. La partie surprenante, ce n'était pas le silence, c'était la mendicité. Ils ont commencé à contacter des amis à moi. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement envoyé des captures d'écran, des textos de ma mère et de Sarah essayant d'expliquer la situation ou leur demandant de parler à Henri. Quelques-uns ont même dit que j'exagérais et qu'ils ne voudraient pas vraiment nous faire souffrir comme ça. Même des étrangers ont commencé à m'envoyer des messages sur les médias sociaux. Ma cousine m'a dit que ma famille me présentait comme instable mentalement et manipulé par un avocat. Je n'ai répondu à aucun message. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire au tribunal sous serment. Quelques semaines plus tard, Marc m'a officiellement coupé les ponts. Je l'ai découvert par l'intermédiaire d'Ali. Il a envoyé un texto au chat de groupe familial, dans lequel je n'étais pas, évidemment. En ce qui me concerne, Henri n'est plus mon frère. Sarah a cessé de me suivre sur tout. Son Instagram disait maintenant quelque chose sur recommencer avec les vrais seulement. Ma mère a supprimé tous ses messages sur le voyage. Mon père, silence radio. Et pourtant, à travers tout ça, Ali a continué à prendre de mes nouvelles. Elle avait quitté Marc quelques jours après le procès. Elle a dit qu'elle ne supportait pas comment ils avaient géré ça, comment personne n'avait pris ses responsabilités, et comment ils s'étaient rapidement retournés contre moi comme si j'étais le problème. Elle a dit, tu as fait la bonne chose.
J'ai vu comment ils étaient dans ton dos. Honnêtement, je suis contente que tout soit sorti. On a commencé à parler plus, pas seulement de ce qui s'était passé, de tout, la vie, le travail, la famille, ou son absence. C'était bizarre comment quelque chose de si laid a fini par me montrer la seule vraie connexion que j'avais parmi eux n'était même pas avec quelqu'un à qui j'étais lié. Un jour, environ un mois après le procès, Ali a appelé et a dit quelque chose qui m'est resté. Tu sais, ils sont toujours obsédés par toi, parlent toujours de toi comme si tu étais celui qui a ruiné leur vie. J'ai dit, bien. Laisse-les parler. Mais avant qu'elle ne raccroche, elle a ajouté quelque chose d'autre. Ta mère essaie de rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas qui, mais Marc a mentionné quelque chose sur la façon de trouver un moyen d'annuler la décision. Il a dit qu'elle avait un plan. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté parce que peut-être que c'était un bluff. Peut-être que c'était du désespoir. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il n'avait toujours pas appris. Et s'il voulait revenir me chercher, eh bien, cette fois je les attendrai. La mise à jour. 3 mois se sont écoulés. La vie s'est installée dans un rythme. Plus calme, mieux. J'ai déménagé dans un nouvel endroit à travers la ville, plus près du travail, et mis à jour toutes mes informations. Je n'ai donné la nouvelle adresse à personne dans la famille. Pas même Ali, avant des semaines plus tard. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était juste la paix. Et je voulais la protéger. L'argent a commencé à rentrer lentement. Les paiements ordonnés par le tribunal sont arrivés au compte depuis la banque de mes parents. Toujours programmés, toujours partiels, juste assez pour me rappeler que le système faisait ce qu'il était censé faire. Ils n'en ont jamais manqué un, probablement parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Manquer un paiement aurait déclenché une saisie sur salaire. Ali et moi sommes restés en contact. Nous ne sortions pas ensemble, pas exactement, mais il y avait quelque chose de non dit là. Connexion à travers la survie. Elle avait quitté Marc pour de bon. Elle a dit qu'elle s'était rendue compte que toute la famille fonctionnait selon un code non écrit de manipulation et qu'elle ne voulait plus en faire partie. Un vendredi après-midi, mon avocat a appelé. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis la paperasse finale du tribunal, alors j'ai pensé que c'était une mise à jour de routine. Ce n'était pas ça. Il a dit que quelqu'un avait déposé une requête auprès du tribunal pour que le jugement soit reconsidéré. Je n'avais pas besoin de deviner qui, ma mère. Apparemment, elle avait réclamé une détresse émotionnelle, une fausse déclaration juridique et une intention mal comprise. Elle a même déposé une déclaration suggérant que j'avais été contraint de porter plainte. C'était faible, rien de substantiel, mais ça devait être examiné. Il pensait qu'il m'userait, mais je me suis présenté à l'audience de révision sans hésitation. Cette fois, ce n'était pas dramatique. Pas de journaliste, juste une pièce latérale calme et un juge qui avait l'air agacé que l'affaire ait été rouverte. Mon avocat a démoli leur requête en moins de 5 minutes, a souligné les contradictions, le manque de nouvelles preuves et l'affirmation ridicule que j'avais été manipulé pour poursuivre en justice. Puis il a laissé tomber la pièce finale, une lettre signée d'Ali. Elle ne m'avait pas dit qu'elle le faisait, mais apparemment quand elle a entendu parler de la requête, elle a appelé mon avocat elle-même. La lettre détaillait ce dont elle avait été témoin, comment le voyage avait été planifié dans mon dos, comment il savait exactement ce qu'il faisait, comment il riait d'utiliser ma carte. Quand le juge a lu ce dernier paragraphe à voix haute, ma mère a en fait essayé d'interrompre. Le juge l'a interrompu immédiatement. Requête rejetée. La décision tient. C'était fini pour de vrai cette fois. Plus d'appels, plus de messages, plus de menaces. Et juste comme ça, le fil final s'est cassé. Je n'étais plus lié à eux. Ni par la culpabilité, ni par l'obligation, ni par le silence. Ils n'ont plus rien essayé après ça. Plus de messages, plus d'excuses à moitié sincères, juste rien.